Place à nos comédiens qui auraient pu... Vous pouvez venir, approchez-vous, n'hésitez surtout pas. On va commencer, s'il vous plaît, par la grande Pascale Chemin, qui est avec nous. Allez, suivi de très près par Thierry Desroses. Nous avons Nathalie Holmes au-dessus. Nous avons, allez-y, installez-vous, Grégory Lenné, Damien Viteka, Boris Roger, Nathalie Bien-Aimée, et enfin, il me semble, si j'ai bien tout le monde, Aurélia Bruno, messieurs, dames, applaudissements. Oh là là, attendez, je crois que je me suis assis. C'est l'heure de Nathalie qui... Est-ce que tu as un micro, Nathalie? Est-ce que vous avez tous un micro? Regardez bien derrière vous, vous êtes sensiblement assis dessus. J'ai aussi mon ami ici. Ça va, Greg? C'est parce que je t'ai pas pris des churros que tu as pas côté de moi ou quoi? Ok, j'ai bien compris. Est-ce qu'on est tous... C'est bon, vous avez tous un micro? Bonjour. 1, 2, 1, 2. Ok, t'en as pas de micro, toi? Ok. Il en manque. Mais nous sommes des comédiens de théâtre. Les ronds de cuir. Bon, eh bien, on va se passer les micros alors. Je suis désolé, mais Thierry, on va se passer les micros. Très heureux de vous avoir. Il y en a beaucoup que je connais déjà. Il y en a certains que je ne connais pas. Donc, je suis très, très heureux de les rencontrer vraiment sur ce TGS. Ça va être un plaisir de faire cette conférence. On a 42 minutes ensemble. Vous allez faire vivre... Comment? Qu'est-ce qui... Oui, parce que j'ai un minuteur juste en face. Je sais pas si tu avais vu, Greg. Ah voilà, ouais, c'est Greg. Fais voir, c'est prêt. Oui, il y a 42 minutes et 20 secondes. Et 19 secondes. Et 18. Ça passe vite. Vous allez pouvoir faire vivre cette conférence, messieurs, dames. Vous levez la main, vous allez poser vos questions. N'ayez aucune honte, ils sont là pour ça, il n'y a aucun problème. Ils sont tous très, très, très gentils. Est-ce que déjà, il y a, peut-être pas Nathalie, mais tout le monde est très gentil, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions avant que je commence les hostilités, que je lance les hostilités? N'hésitez pas, hein. Est-ce qu'il y a des questions? Vous levez la main, s'il y en a. Il y en a un tout au fond. Alors juste avant que notre coéquipier aille là-bas et qu'il fasse certainement un infarctus avant de monter en haut, avec ses escaliers, la piste de Zapatan, je vais poser une petite... Alors, tu as peut-être une question, je poserai ma question juste après. Comment tu t'appelles, mon copain? Moi, Arnaud. Oui, Arnaud. Comment ça va, Arnaud? Ça va très bien. Mais écoute, super, Arnaud, merci beaucoup. Arnaud, tu as une question, sensiblement, fais-toi plaisir. C'est gentil, merci. J'avais une question pour Damien Witeka. En fait, je me demandais pourquoi dans la version française de la trilogie Spider-Man, vous prononcez Spider-Man et non Spider-Man. Parce que Witeka se prononce Witeka. En fait, on s'est pas posé la question comme ça. Ça a été, c'est la production qui a dit bon, on va dire Spider-Man. Moi, quand j'étais petit, je disais Spider-Man, donc ça m'a pas gêné. Voilà. Oui, on est resté sur ce petit côté comics des années 80 et on est resté sur le côté Spider-Man. Après, effectivement, les autres personnages, c'est plus Spider-Man. Ça me gêne pas, moi. J'ai aucun complexe. Et Damien, alors tu ne prononçais pas non plus Peter Parker? Le quoi? C'est Peter Parker? Non, Peter Parker. Voilà, non? Non, je disais Peter Parker. Je comprends. On dit Conan le barbare aussi. Oui. Et les Raiders. Oui. Hein, Beaucoup moins drôle. Voilà, et les Tritz. Oui. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Bon. On n'a rien fait. Ah, ça va, des crêpes? C'est un des classes délire, je vous promets. Moi, je vais commencer par une question générale, un petit peu pour ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. On commence toujours comme ça. Je voulais savoir comment vous en étiez arrivé au métier de comédien et ensuite comment vous en étiez arrivé justement au doublage. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Aurélia Bruno. En fait, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, j'ai démarré le doublage, je ne savais pas lire. Donc, en fait, je faisais du doublage avec mes frères et sœurs, je faisais aussi du théâtre et de la télévision. Et comme je ne savais pas lire, j'étais la petite dernière de la fratrie. En fait, le chef de plateau me disait ma phrase à dire oralement. Et puis il venait derrière moi, et quand c'était le moment de dire la phrase, il me tapait sur l'épaule et je le faisais. Voilà, et puis par la suite, j'ai quand même appris à lire. Et puis j'ai fait plein de choses. Voilà. Merci. Nathalie? Oui, bonjour.
Moi, c'est en jouant, je viens du théâtre, et en jouant une pièce avec des comédiens, comédiennes qui pratiquaient déjà la technique du doublage, que j'ai eu l'occasion de rencontrer des directrices et directeurs de plateau. Grâce à leur gentillesse, ils m'ont permis d'assister à des enregistrements, et petit à petit, j'ai fait des petites choses, des ambiances, et puis voilà, ça a évolué vers des rôles plus importants. Mais au départ, j'étais sur la scène, voilà, au théâtre. Maurice. Donc bonjour, Boris Rénager. Moi, c'est aussi par le théâtre. J'ai fait 2 ans dans un cours à Paris qui s'appelle Périmonie, et après je suis allé dans un autre cours qui s'appelait l'école du studio théâtre d'Anières, qui est devenu l'ESCA, comme une école nationale, comme le conservatoire. Et il y avait un spectacle sur les poètes surréalistes, et il y avait 3 personnes qui faisaient du doublage. Il y avait Jean-Marc Patier, qui m'a fait faire mon premier doublage, Jean-Pierre Carasso qui écrivait, et donc c'est comme ça que moi j'ai commencé, c'est par le théâtre. Voilà. Et moi, c'est pareil. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 17 ans. J'étais à Dijon, j'ai fait le conservatoire pendant 3 ans, j'ai commencé d'apprendre là. Ensuite, j'ai gagné la capitale, j'ai fait le conservatoire de Paris. Après le conservatoire, j'ai fait beaucoup de théâtre. Je faisais au moins 2 ou 3 pièces différentes par an pendant entre 5 et 10 ans. Et c'est en jouant au théâtre que quelqu'un qui travaillait dans le doublage m'a appelé pour me faire passer une audition. Et à partir de là, j'ai fait un film. Une année s'est passée sans plus rien. Et après, j'ai refait un autre film. Et puis après est arrivé Roméo et Juliette. Et là, les choses se sont un peu enchaînées. Voilà. Ouais. Bonjour. C'est churros. C'est de ta faute si j'ai pas aimé de churros. Ça va pas être très original non plus, puisque moi c'est pareil. Ça va être. J'ai commencé par une école de théâtre pendant 3 ans. J'ai enchaîné avec une tournée au théâtre. Et à la fin de cette tournée, j'ai un pote qui m'a dit bah tiens, demain je vais assister dans un studio de doublage. Est-ce que tu veux venir? J'avais rien d'autre à faire, très honnêtement. J'ai fait ouais, vas-y, je te suis, je sais pas ce que c'est. Et puis bah, j'y suis resté. J'ai eu un coup de cœur, j'y suis resté. J'ai fait la plupart de ma carrière là-dedans. Bonjour. Alors moi j'ai commencé par tourner pour la télé quand j'étais toute petite, à 17 ans. Et après j'ai fait des films, j'ai fait du théâtre et la voix est arrivée très très tard dans ma carrière. J'ai fait des enfants, j'ai fait de la cuisine et un jour j'ouvre le journal Télérama et je cherche directrice artistique dans les jeux vidéo et j'ai commencé comme directrice artistique chez Ubisoft et j'ai rencontré toutes ces stars pour moi qui venaient enregistrer leur voix sur les Star Wars, etc. Et c'était fabuleux, j'avais des étoiles dans les yeux et dans les oreilles. Et petit à petit, en fait, ça m'a happée. J'ai commencé à faire 1 ou 2 voix comme ça, par hasard. Et puis passer des essais. Et puis à chaque fois, j'avais eu la chance d'avoir une voix de petit garçon qui plaisait pas mal. Et donc, je faisais pas mal d'essais avec des voix de petits garçons que je réussissais. Et petit à petit, j'ai élargi mon travail vocal pour pouvoir aussi doubler des actrices. Et voilà, donc c'est une belle aventure. Merci. Merci, bonjour, Thierry Desroses. Moi, je suis pas très original. J'ai commencé aussi par le théâtre. Non, j'ai fait une formation de comédie musicale. Donc j'ai appris à chanter, danser, jouer la comédie. Et puis j'ai fait plein de spectacles musicaux. Et puis un jour, j'ai joué une pièce de théâtre au théâtre Édouard VII. Et il y a une dame qui est un peu ma marraine, qui était ma marraine du doublage, qui s'appelait Sylvie Fête, qui était une femme très importante pour nous, pour les artistes, interprètes que nous sommes. Elle est venue voir la pièce un soir et elle m'a dit j'aime bien ce que vous faites, vous me donnez votre numéro de téléphone. À l'époque, c'était en 1925, il n'y avait pas de portable, donc je lui ai donné mon fixe. Et 15 jours plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait une audition, un casting, enfin je ne sais même pas, pour du doublage. Et le doublage, c'était sur un long métrage. J'ai fait les essais, j'ai été pris, et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du doublage et la voix de Samuel L. Jackson sur Pulp Fiction. Voilà. Attendez, Pascal, après vous pouvez applaudir. Ouais, non, moi c'est pareil, j'ai commencé par le théâtre, j'ai
fait une école de théâtre qui s'appelle la Rue Blanche. Et puis j'ai travaillé pendant des années essentiellement sur scène. Et puis c'est en jouant une pièce que des directeurs artistiques qui étaient dans la salle m'ont proposé, exactement comme pour Nathalie, d'assister et puis de faire des petites choses, des ambiances, etc. Et puis ça a commencé comme ça. C'est par le théâtre, c'est-à-dire qu'en fait on a tous à peu près une formation, quoi, accessoirement, parce que c'est quand même un boulot. Voilà. Oui, parce que souvent on a tendance à penser que c'est assez simple d'être doubleur, comme disent certains, de prêter sa voix ou de vendre sa voix ou de la louer. Mais en fait, c'est avant tout un métier de comédien, donc on vient tous du théâtre et c'est un vrai métier, quoi. Voilà. Merci Thierry, merci beaucoup. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Allez, place à vous maintenant. Est-ce que vous avez des questions pour nos comédiens? Je vois une question juste là. Merci beaucoup. Le pauvre à la fin. Oui, merci. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Damien. Ça va Damien? Ça va bien, et vous? Écoute, ça va super, hein, on se voit quand tu veux, il n'y a pas de souci. Damien, c'est ça. Ta question? Ma question, c'est que donc tous ces comédiens, on les connaît surtout pour certaines voix, pour avoir prêté certaines voix. J'aimerais mettre un peu plus en lumière des acteurs ou des personnages qu'on ne connaît pas forcément. Alors du coup, ma question, c'est est-ce que parmi vous, il y a des comédiens qui apprécient énormément prêter sa voix à des personnages ou des acteurs qui ne sont pas connus? J'ai envie de dire, moi je fais quasiment Tu pourrais répéter la question? Alors tu sais, sa question, il me semble, c'est vous prêtez vos voix à des acteurs très connus hollywoodiens. Est-ce que vous prenez autant de plaisir à prêter vos voix à des comédiens connus, non connus? Non, c'est quel comédien vous appréciez énormément doubler mais qui n'est pas connu? Un comédien pas connu. Ben, on ne connaît pas. C'est ça. N'étant pas connu, moi je ne connais pas leur nom. Bah, si on te répond, ça va certainement rien vous dire. Si on vous dit, tiens, j'aime bien doubler Jérôme Duglan, du ce comédien. Voilà, donc en fait, c'est un peu difficile de répondre à ta question. J'ai peut-être un semblant de réponse. Peut-être, peut-être si je me plante. Donc c'est vrai qu'on a la chance de suivre des acteurs depuis longtemps. On a surtout commencé par des acteurs qui n'étaient pas connus. Donc, je crois qu'on éprouve le même plaisir. Écoute, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a des Aston Martin, des Ferrari, des Lamborghini, et on roule pas à la même vitesse avec la voiture. Si c'est une départementale, on va pas rouler à 300. Mais c'est toujours une Lamborghini, donc même si le personnage, l'acteur n'est pas très connu, mais on y va avec mais c'est le même moteur. Et quand on a la chance de doubler, j'ai Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Samuel Jackson, font des personnages d'animés qui sont complètement tarés. Là, on va rouler à 300 à l'heure. Je crois que là, il n'y a pas de problème. C'est pas le problème que l'acteur soit connu ou pas connu. C'est la joie de se dire extrêmement souvent, et nous avons cette chance pourvu que ça dure, mais je vais jouer ce matin. Je vais jouer. Et ça, ça n'a pas de prix. Et une très belle voiture, elle est très bien sur une départementale dans la Creuse que sur une autoroute allemande à 300. Voilà, si j'appelle, ça répond à ta question, si j'ai senti. Pascal? En fait, quand on nous appelle pour travailler, hors des comédiens ou des personnages de séries qu'on suit, on ne sait pas forcément pour quel comédien on va nous appeler. On nous appelle, on dit « Salut, je suis sur une série, il y a un guest, est-ce que tu es disponible tel jour ?» et tout. Donc effectivement, ce sont des personnages, ce sont des comédiens qu'il y a dans toutes les séries, dont on ne connaît pas forcément les noms, qu'on peut suivre régulièrement. C'est-à-dire qu'on peut, le directeur artistique nous appelle parce qu'il a vu qu'on avait pu déjà doubler ce personnage, mais on ne connaît pas forcément son nom. Et ça nous arrive tout le temps. Parce qu'on ne sait pas forcément pourquoi on nous appelle quand on nous appelle pour travailler. C'est clair? Est-ce que ça te va comme réponse, mon copain? Écoute, j'ai l'impression que ça vous va. Très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Très bien, ici. Avant qu'on continue avec les questions, moi j'ai une question un petit peu générale pour vous. Justement, je reviens sur ce que vous disiez. Vous avez prêté votre voix à des comédiens célèbres dans le monde et autres. Est-ce qu'il y a un affect qui se crée parfois avec le jeu d'acteur de ces comédiens? Est-ce que vous avez des comédiens que vous aimez beaucoup justement interpréter et qui vous touchent profondément justement quand vous les interprétez?
On peut parler de rencontres par moment. Oui, bien sûr. De la même façon quand on travaille au théâtre, parfois on a des personnages qui nous apparaissent, où on se dit, mais enfin voilà, on se fond là-dedans avec bonheur. Et c'est vrai que moi, par exemple, je peux dire qu'avec Leonardo DiCaprio, pour moi, c'est une rencontre. C'est quelqu'un qui a, dans sa sensibilité, dans ses excès, dans sa façon de pousser le bouchon toujours plus loin, je me retrouve dedans, je me reconnais, ça m'est pas étranger. C'est pour moi, et c'est le seul acteur qui m'amène aussi loin dans le jeu et avec lequel je me sens en connivence intime. Voilà. D'autres veulent réagir? Thierry, peut-être? Je ne peux pas ajouter grand-chose parce que tu as tout dit en fait, c'est tout à fait ça. Ce sont des rencontres d'acteurs et parfois il y a aussi quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est la difficulté en fait. Par exemple, moi j'ai la chance de doubler des acteurs qui sont très difficiles à doubler et en fait tout l'intérêt est là en fait. C'est-à-dire, est-ce que je vais réussir à essayer de me rapprocher le plus possible de ce qu'ils ont fait, eux, dans l'original, ou de ce qu'il a fait. Et le plaisir, il est là aussi. Il est dans cette façon d'essayer de se dépasser, d'essayer de se rapprocher le plus possible de l'original, pour ne pas le trahir. Vas-y, Nathalie. Ouais. Moi, j'ai eu ça dans mon aventure avec Bart Simpson. Quand Joël Guigui a décidé de partir, j'ai été choisie pour la remplacer. Donc au début, je me suis vraiment mis beaucoup de pression parce que, comme beaucoup, je suivais aussi les Simpsons adolescentes et j'aurais jamais imaginé me retrouver à prêter ma voix à Bart, loin de là. Et au début, je me mettais tellement la pression pour essayer de marcher dans les pas de Joël que je ne trouvais pas de liberté, je me bloquais et je quittais le plaisir de l'interprétation. Et quand j'ai réussi à me défaire et à me permettre cette liberté et accepter le fait que maintenant Bart, voilà, c'était ma voix, j'ai pu vraiment prendre un plaisir infini et maintenant je me marre et j'espère que ça va durer encore longtemps. On espère aussi. Alors c'est vrai qu'après on a une promiscuité c'est si loin, si proche, quoi, quelque part. Et puis, quand on a la chance de doubler de grands acteurs, enfin même des fous, donc toi c'est Leonardo, moi c'est Joaquin Phoenix, que je pas mal partagé avec Bruno Cherel, on lui a mis un cran, c'est le Joker. Voilà. Donc moi personnellement en tant que comédien, c'est une des plus belles choses que j'ai faites, tout confondu théâtre, cinéma. Et après, le film d'après, ça a été Beau is Afraid de Ari Aster, qui a fait Midsommar et Hérédité. J'ai vu le film, et là je me suis dit, mon Joker, je l'ai senti tout de suite. Ça a inquiété ma femme d'ailleurs. Et là, Beau is Afraid, j'ai vu le film, j'ai dit, comment je vais faire? J'y ai pas pensé, j'ai dit, comment je vais pas me péter la voix? Parce que je sais pas s'il y en a qui ont vu ce film, mais c'est encore plus taré que ce qu'il fait dans le Joker. C'est ouf. Ah non, c'est un truc de fou. Le film est fou. On parlera pas de la fin parce qu'on est tous très surpris par cette fin. Et j'ai réussi à le faire, mais surtout j'ai dit ne pense pas. Je me suis laissé complètement laisser faire, quoi. Je me suis vraiment fondu, comme dit mon ami Damien, dedans. On est au service d'un jeu d'acteur qui crée ce genre d'acteur crée un immense parc d'attractions. Ça c'est le génie. Nous on arrive, ils sont sur l'épaule, ils nous tapent sur l'épaule, ils nous disent tiens, là les clés. Amuse-toi, et on monte dans tous les manèges. Voilà, il y a des manèges qui foutent les jetons, mais on monte dedans quand même. Je voulais juste ajouter un petit truc par rapport à ça, c'est aussi les adaptateurs, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais ceux qui sont derrière, qui écrivent, et qui sont quand même devant, parce que c'est la langue française qu'on doit interpréter, nous par rapport à l'américain souvent, je parle de l'américain, ou d'autres langues, mais je connais moins les autres langues, et c'est vrai qu'il y a toute une démarche aussi culturelle qu'il faut transposer pour que nous, on ait les infos aussi et qu'on soit capable de retransmettre tout ça et de retranscrire la dramaturgie, en fait, et tout ce qui se passe pour un perso. Et c'est vrai que c'est vachement important, l'écriture. Et on a souvent... on s'en rend pas compte quand c'est bien, hein, c'est comme un acteur quand il joue bien, on voit pas son travail derrière. Les auteurs, c'est pareil, ils ont vraiment un boulot essentiel pour voilà, j'ai mon portable qui fait
Et il y a vraiment un truc essentiel là-dedans, c'est l'écriture. Voilà, je voulais rendre aussi hommage aux merveilleuses plumes derrière tous ces films. Très bien. D'autres veulent réagir? Non? Eh bien, on passe à la prochaine question. Alors, tu avais une question, c'est ça? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Thomas. Thomas, ta question. J'aimerais savoir, pour vous tous, quel a été le personnage ou l'acteur que vous avez préféré jouer. Enfin, prêtez votre voix, je préfère. Bon bah, moi je vais répondre puisque j'ai le micro. Ah, lol. Moi c'est Regina, évidemment, dans Once Upon a Time. Pareil, je pense qu'il y a eu une vraie rencontre avec cette actrice et une vraie rencontre avec nos folies communes. Et c'est vrai quand on a la chance de jouer un personnage démentiel qui va très loin dans le questionnement humain, et dans les hauts et les bas, et voilà, bah c'est extraordinaire. Moi je dirais, voilà, Regina dans Once Upon a Time. Eh bien, moi je dirais mon acteur fétiche, Samuel L. Jackson, parce que il me surprend tout le temps. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de le doubler en comptant les séries, le doubler sur 96 ou 98 films, et en fait, chaque fois, il me surprend. C'est-à-dire que chaque fois, il aborde, je mets du temps à comprendre ce qu'il joue, à comprendre et à essayer de me rapprocher de lui, et chaque fois, c'est un vrai challenge. Et c'est formidable, parce que là, il y a vraiment du travail. Et c'est vrai que si on est soutenu, aidé déjà par l'écriture et soutenu par la direction artistique et qu'on a le temps de travailler, c'est du bonheur, c'est que du bonheur. Et avec bien sûr l'ingé son qui fait partie, enfin qui fait couple avec le directeur artistique et qui nous accompagne. Mais donc cet acteur Samuel L. Jackson, il est surprenant pour ça parce que on ne peut pas faire de la voix, parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent au doublage et qui disent « Ah ouais, moi je peux faire de la voix, je peux faire comme ça ». Et en fait, le doublage, c'est pas faire de la voix, c'est restituer vraiment des sentiments des sentiments, des émotions, c'est donc du jeu. Et Samuel L. Jackson, si on fait juste de la voix, on remplit pas l'image. Et il est toujours surprenant. Donc c'est un plaisir. Bon ben moi, j'en sais rien parce que il y a que ce soit l'animé, c'est quelque chose qui est complètement différent que le live, que le jeu vidéo, etc. Donc choisir parmi tout ça, il y a forcément des personnages qui sont plus emblématiques pour les gens. Et donc moi j'ai l'habitude de répondre que ce que je préfère doubler, c'est le prochain personnage, c'est celui de demain. Voilà. Merci Pascal. Elle triche. Tu es jaloux, Grégory. Et toi alors, ton personnage? Moi, je ne peux pas choisir. C'est pas possible. Ah, bravo, super. T'as décidé de me... aujourd'hui, j'ai... Pas du tout. Voilà, j'ai pas eu mes churros, je suis de mauvaise humeur. Non, je peux pas choisir. Il y a eu trop de personnages auxquels je me suis attaché. Moi, j'ai de la chance, j'ai doublé énormément d'animés. Et j'ai de la chance parce que de base, j'étais fan d'animés. Donc, j'en ai fait quasiment 150 de différents. Donc... comment choisir parmi ces 150? Pour moi, c'est impossible. Je ne peux pas. Il y en a trop que j'aime. Pour différentes raisons, il y en a un, je vais l'adorer parce que ça va être mon premier gros rôle de toute ma carrière. L'autre parce que ça va être le premier héros que j'ai doublé. L'autre parce que c'est la première fois qu'un personnage me ressemblait. Voilà, ils ont chacun en fait quelque chose qui fait que je les adore et que je peux pas en choisir un. C'est pas possible. Damien? Oui, je te rejoins un peu. Moi, j'aurais du mal à choisir. Alors effectivement, j'ai toujours, dès qu'un film avec DiCaprio arrive, je suis hyper heureux parce que je sais qu'il va falloir y aller. Enfin, c'est jamais gagné, c'est jamais figure in the nose. Mais je sais pas, parce que moi, ce que j'aime, c'est la diversité. C'est-à-dire, j'adore doubler Leonardo, et en même temps, si je double Giovanni Ribisi, il va m'emmener dans complètement autre chose, avec des moments de jeu complètement différents. J'ai eu aussi beaucoup de plaisir, alors que ce n'est pas trop difficile non plus à jouer, mais pour Spider-Man. Mais Spider-Man, c'était un plaisir d'enfant. Non, Spider-Man. Spider-Man, c'est les autres. Donc voilà, ce sont des plaisirs différents. Voilà, j'ai du mal à choisir.
C'est vrai qu'entre Colin Farrell, Joaquin Phoenix ou même Jason Statham, Jason c'est un peu plus droit dans le jeu. Mais moi j'aime bien en fait les acteurs qui t'emmènent loin. Parce qu'en fait il n'y a rien de plus difficile à jouer que passe-moi le sel et de pas chanter. De pas, vas-y passe-moi le sel. Ah bonjour, tu étais levé ce matin, machin. Et quand on est devant une rythmo, on chante très très vite. Il n'y a rien de plus difficile à jouer qu'une scène quotidienne. Une scène de pleurs, de cris, il va falloir se mettre en route. Mais si c'est bien écrit et qu'on est sincère parce qu'on a appris, parce qu'on a tous une formation d'acteur, mais bizarrement on est synchrone. Et à faire, on n'y pense même plus à être synchrone. Ça marche. Moi ce que j'adore, c'est quand tout d'un coup je me surprends. C'est-à-dire qu'à un moment la scène commence, et on se met dans un état et on arrive et la boucle arrive, donc c'est la séquence et on arrive à la fin. Et on était dans le sentiment et on sait presque des fois plus qu'on a dit. Il y a un abandon complet. Et ça, c'est cet état de grâce, ça n'arrive pas souvent. Mais à un moment, on y arrive. C'est cet état de grâce où tout d'un coup, les mots ne nous appartiennent plus. Où il y a, évidemment, on ne dit pas schizophrène, hein, c'est comme... alors on maîtrise le truc, évidemment, on n'est pas fou chaque fois qu'on joue un rôle. Bon, tiens, tu joues Richard III, tu vas te mettre à tuer ta famille. Bon, non, voilà. Personnage qui croit en Dieu, t'as pas un croire en Dieu. Le principal, c'est que le personnage croit, on s'en fout. Mais évidemment, c'est ce moment de temps suspendu où tout d'un coup, ça nous échappe. Et moi, je crois que c'est ce moment-là, en fait. Et je crois que surtout les acteurs qu'on double, on l'a. On l'a, ça. Moi, quand il y a un rôle qui arrive, je suis un peu comme Pascal, c'est celui qui va arriver demain, c'est... tiens, il y a un Colin Farrell qui arrive, tu fais « oh yes !» Et ou alors Joaquin Phoenix qui dit « qu'est-ce qu'il va encore me faire, lui ?» ou un truc. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. J'ai qu'une envie, c'est que j'attends, je dis « mais c'est dans combien de temps ?» Voilà, comme un môme, juste avant Noël. C'est la dernière semaine avant Noël qui est longue. Là, c'est un peu pareil, quoi. Oui, c'est vrai que ce qui est merveilleux dans ces voyages qu'on nous propose, c'est de pouvoir trouver une liberté dans s'abandonner dans l'imaginaire. Et comme un enfant, Boris parlait de l'enfance, c'est ça, quoi. On est comme des enfants qui jouent, et c'est un travail, certes, mais on peut se libérer l'émotion, la sensibilité au service d'une œuvre. Et parfois, il y a des rencontres qui font qu'il n'y a plus de réflexion, il y a que de la liberté, et c'est évident. Et on se laisse aller, et on s'oublie, et c'est un plaisir à l'état pur. Et il y a l'animation. L'animation peut permettre des fois d'être créatif et de jouer des choses très décalées, un peu folles. Ça permet de s'amuser et d'être fou, d'être complètement fou sans retenue. Il y a plein de personnages qu'on nous propose pour ça, mais il y a aussi le live, il y a des rencontres. Moi, si je dois choisir une actrice, c'est Maggie Gyllenhaal qui m'a emmenée j'ai eu la chance de lui prêter ma voix pour des séries comme The Deuce. C'est une actrice incroyable, qui est d'une profondeur, d'un talent et d'une sensibilité. Oui, ça permet de beaux voyages, de belles rencontres. Ouais. Et c'est... enfin voilà, c'est vrai qu'on vit de belles et grandes aventures. Oui, alors pareil pour moi, enfin non pas pareil, impossible de choisir. C'est sûr que faire des super belles comédiennes, super bonnes comédiennes dans des très bons films, c'est juste magique. Après, c'est vrai que sur les Simpsons, on connaît tellement nos personnages, on les a tellement en nous, que je rejoins ce que tu disais. Tout d'un coup, on est au-dessus et on est libre, en fait. C'est comme si on oubliait tout, on oubliait même le texte, pourtant on le lit, mais il n'y a que le jeu et on est au-dessus et ça vole, on est parti, quoi. Mais sans planer, hein, je veux dire, en étant professionnel. Et là, c'est vrai que c'est pas toujours comme ça, c'est sur certains produits ou avec certaines rencontres. Voilà. Et nous, c'est un peu le cas sur les Simpsons, en tout cas. Ça marche bien. Sacrée famille. Merci beaucoup. Allez, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bah, ça y est, oui, il y en a beaucoup, beaucoup. T'es chaud pour les roues ou on reste en bas? C'est comme tu veux. Alors, on va prendre le monsieur qui est juste là. T'as vu, je pense à toi. Allez, comment tu t'appelles? Arnaud. Salut Arnaud, ta question. On va se parler en une question. Je voulais juste savoir si les comédiens qui ont fait du doublage pour les jeux vidéo pouvaient nous parler de cette activité-là, parce que j'imagine que c'est un peu différent. Donc c'est ça la question. Mais c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. À savoir, effectivement, c'est peut-être un travail qui est totalement différent. Pascal, tu peux répondre? Oui, quand on travaille en doublage, on a une image avec une bande rythmo qui défile à la vitesse de l'image, etc. C'est une création française, hein, enfin, après la guerre. En jeu vidéo, nous n'avons en général pas d'image, sauf quand il y a quelques morceaux de cinématiques qui arrivent de plus en plus fréquemment dans les jeux, mais il y a 15 ans, il n'y avait quasiment pas de cinématique, 20 ans. Donc, on ne travaille pas sur le synchronisme. On a des fichiers son que l'on voit visuellement sur un écran, sur un premier écran de télévision, et un autre écran, il y a ce qu'on appelle, enfin, ces fichiers donc, qui sont écrits, qui sont traduits. Et donc nous, on est avec notre casque, il y a un ingé son et un directeur artistique, on écoute l'original, et après, juste derrière, on fait la réplique en fonction de la forme d'onde. Mais en général, on n'a pas d'image. C'est le directeur artistique qui nous donne le contexte, qui va nous expliquer un petit peu. On peut enregistrer des répliques qui ne sont pas dans l'ordre chronologique. On n'a pas tout le déroulé, on n'a pas ce qu'on va dire, ce qu'on nous répond, etc. On a juste nos fichiers. Voilà, pour être... Et on enregistre seul. Oui, oui, bien sûr. On enregistre seul dans une cabine. Voilà, donc c'est un travail qui est un petit peu différent, qui n'est pas basé sur le synchronisme et la détection. Je pense que c'est plus fatigant pour la voix, parce que là c'est vraiment tout le temps. Moi, Call of Duty, je fais une voix, pas deux. Hurler toute la journée, non. Non, je fais plus, ça j'arrête. Voilà. Ça... Tu rentres à la maison, salut, t'as passé une bonne journée? Ouais, super. Voilà. Et puis, non, franchement, alors il y a des jeux qui sont très sympas, moi avec, parce que là on a fait Mass Effect, là c'était la grosse licence, beaucoup de travail, enfin, et tout ça, et puis là, bon, le commandant Shepard, bienvenue sur l'USS Normandie, il est très calme. Bon, ça va. Mais sinon, franchement, c'est pas drôle. Quelque part, c'est pas drôle parce qu'on est tout seul. Non, mais surtout, c'est qu'on fait ce métier-là pas pour être tout seul. On est là pour jouer ensemble. Et parce que techniquement, on ne peut pas s'enregistrer ensemble. Donc moi, j'ai une frustration humaine par rapport au partage du jeu et de l'échange avec un camarade, même si moi j'ai adoré faire, il y en a que j'ai beaucoup aimé faire, c'était beaucoup de cinématiques, c'était Assassin's Creed, Jacques Léventreur, et j'ai vu Londres, fin 19e, et c'est génial. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, c'est extrêmement sympathique, mais c'est extrêmement fatigant. Et surtout, c'est un peu frustrant humainement parce qu'on n'est pas ensemble. Voilà. Okay. J'étais dessus aussi, et Fry. Et là, on a travaillé ça comme du cinoche, quoi. C'était un bonheur d'enregistrer ce jeu. Et c'est vrai que... En même temps, vous avez cité deux grosses licences. On était seuls, ça. Vous avez cité deux grosses licences qui sont sujettes cinématographiquement vraiment à des adaptations. Hein. Mass Effect peut-être bientôt, un jour, je ne sais pas. Et tu vois, Assassin's Creed qui a été adapté au cinéma aussi, enfin c'est des jeux qu'on appelle chez nous AAA, qui sont sujets vraiment à avoir un vrai scénario, des comédiens qui les interprètent. Oui, c'est sûr qu'on est loin des jeux PlayStation, hein, ça, clairement, mais moi je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment deux façons de travailler qui sont différentes. Et vous êtes tout seul, malheureusement, parce que tu dis tout seul. Je sais qu'à une époque, quand vous étiez en session de doublage, avant le Covid, vous étiez plusieurs. Après, quand il y a eu le Covid, vous avez commencé à faire ça séparément. Maintenant, ça revient. Vous pouvez retravailler tous ensemble?
Pas toujours, ça dépend des projets, ça dépend. Sur les séries, on peut plus facilement travailler à 2, 3, 4, 5, mais sur les films des grosses majors, on enregistre quand même seul. Sauf que souvent les directeurs artistiques, en tout cas ceux qui sont un petit peu consciencieux et qui peuvent le faire, et quand l'emploi du temps des acteurs le permet, s'arrangent pour que les acteurs qui ont des scènes ensemble soient ensemble dans le studio le même jour, de manière à ce qu'on entende des répliques et qu'on puisse enchaîner. Et malheureusement aujourd'hui, avec ces histoires d'exigences techniques et de mixages qui ne se font pas en France, mais qui se font soit en Angleterre, soit en Espagne, je ne sais où. Bref, ils exigent d'avoir des pistes séparées, donc les acteurs ne peuvent plus enregistrer ensemble. Sur les grosses majors, hein, je dis bien. Très bien. C'est vrai que sur les Simpsons, avant, on enregistrait, toute la famille enregistrait ensemble, et depuis le Covid, on n'enregistre que toutes les deux. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va aller peut-être là-bas. Madame qui est juste sur la droite, là. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Nathalie. 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 Un petit accent, j'ai l'impression que tu habites ici. Oui, j'habite ici. Je suis pas sûr, Nathalie, mais... J'ai un petit doute, mais j'habite ici, exactement. Alors Nathalie, ta question. Alors ma question, avez-vous déjà rencontré les acteurs américains que vous doublez? Que vous avez doublé? Là, ça m'intéresse, tiens. Est-ce que tu as déjà rencontré Leonardo DiCaprio? J'ai déjà rencontré Lisa, elle est super sympa. Est-ce que tu as rencontré Matt Groening, quand même, Aurélien? Non, je pense que les Pétieux l'ont rencontré. Ouais. Monique. Ok. Et d'ailleurs, on était contents parce qu'il disait que Matt Groening disait que c'était le doublage français qui était le meilleur. C'est vrai? Ouais. En même temps, j'ai envie de vous dire, Pas c'est meilleur logique. que l'original, mais meilleur parmi tous les autres doublages. Je répète quand même, les amis, on a de la chance en France, on a peut-être les meilleurs comédiens de doublage au monde. Je vous le dis, là, non mais... Oui. C'est énormément, il y a pas mal, avant que vous répondiez, il y a pas mal de films qui sortent à chaque fois, et même les Américains encensent les voix françaises en disant, bah écoutez, elles sont mieux que chez nous, donc oui, je parle en film d'animation et autres, souvent, mais on a quand même des gens qui sont très très talentueux et qui font très bon travail sur tous les films. Moi, j'ai eu l'énorme chance de rencontrer deux acteurs que je double. Samuel L. Jackson il y a quelques années et Forest Whitaker il y a 3 ans. Les productions ont été merveilleuses, elles ont eu l'élégance d'organiser une soirée. Samuel L. Jackson, c'était à l'époque au Planet Hollywood, c'était en 1927. Puisque ce restaurant n'existe plus sur les Champs-Élysées. Et Forest Whitaker, c'était à l'UNESCO pour la sortie d'un très beau film qu'il avait fait sur Desmond Tutu. Et ils m'ont fait l'honneur et le plaisir de m'inviter ce soir-là, le soir de la présentation du film. Donc on a pu se rencontrer. Et c'est un accident, enfin, c'est une chance. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Lana Parrilla et c'était une très chouette rencontre. Et surtout, parce que je fais beaucoup de créations françaises, de dessins animés, d'animation, et j'ai souvent la chance de rencontrer les producteurs, enfin surtout les créateurs de la série, ceux qui dessinent pendant des années les planches de dessin et qui animent les personnages auxquels nous prêtons nos voix. Et ça, c'est quand même très émouvant d'avoir le réalisateur derrière qui nous fait des petits croquis comme ça de nos persos. Et ça, c'est... Voilà. Moi, j'ai eu la chance, c'était assez rapide. Je me souviens, c'était pour Once Upon a Time, la convention Monde chez Mickey, Marne-la-Vallée. Et il y avait 6000 personnes. Ça venait du Japon, d'Australie. Il y avait comme des thésards, quoi. Des thésards, des doctorants de recherche faisant des thèses sur la série. C'était incroyable. Et alors, j'ai pu donc croiser Robert Carlyle. J'ai pu rencontrer Robert Carlyle. Alors très très court, délicieux. D'abord c'est un Écossais, donc déjà c'est bien, hein, parce que bon depuis du Guesclin, les Anglais nous emmerdent quand même. Hein. Et Robert Carlyle, bon, c'est super, c'est quelqu'un qui a vécu en roulotte et tout ça.
Et donc c'est vraiment un enfant de la balle, et super, et j'ai rencontré Christian Slater pour Mr. Robot, et Fouzia, qui est une amie qui est donc agrégée d'anglais, alors elle peut parler anglais dans n'importe quel pays du monde, elle comprend tout, et elle lui a mis sur les oreilles un extrait d'une scène de Mr. Robot, et il a fait en anglais, je ne savais pas que je parlais français couramment. Donc je lui ai dit merci, mais très sympa, très sympa, voilà. Eh ben, ouais, moi j'ai rencontré Kiroa, et ben c'est juste un petit con. Voilà, je tenais à vous le dire, c'est tout. Un petit con. C'est un petit con. Et moi, ben oui, alors moi j'ai rencontré une fois Leonardo. C'était après la plage, et comme on s'était très bien entendu avec Guillaume Canet, et Guillaume Canet est resté très copain avec Léo, il a tenu à nous présenter. Et donc c'était dans une boîte de nuit, c'était étrange parce qu'il y avait sa grand-mère à côté de lui et 4 gardes du corps aux 4 points cardinaux. Donc dès qu'il bougeait, donc il est venu vers moi, il y avait les 4 gars autour de nous, je fais oh là. Et il était très sympa, on a discuté 2 minutes, mais en même temps, il faut quand même aussi réaliser une chose, c'est que je pense que autant la VF pour nous Français c'est important, autant pour les Américains, je crois que c'est un accident culturel. C'est-à-dire que les Américains ne comprennent pas que le reste du monde ne parle pas anglais. Donc déjà, qu'on change leur voix, pour eux, c'est un peu étrange. Et donc je pense qu'il a eu un intérêt poli à mon encontre. Il est très sympa, mais ça n'a pas été la rencontre du siècle non plus. Toi, Greg, alors bah, moi, j'ai pas rencontré de comédien physique que j'ai doublé à l'image. Par contre, comme pendant un de mes voyages à Tokyo, j'ai rencontré un des seiyuu japonais avec qui je partage beaucoup de rôles en commun sur des animés. Alors ça a duré 2 petites minutes en studio, puisque là-bas les seiyuu sont quand même des grosses stars. C'est des dieux. Et, par hasard en studio, on a eu la chance de visiter des studios de doublage. Il était dans ce studio au même moment que moi, avec son agent, avec d'autres personnes autour de lui. Et donc, quand je l'ai vu, j'ai supplié les Japonais avec qui on était de juste me le présenter. Je lui ai dit, s'il vous plaît, juste 30 secondes, juste lui dire bonjour, quelque chose. Ils m'ont dit, ah, il y a son agent, ils voudront jamais, tu pourras pas l'approcher. Ils ont quand même été lui demander. Lui a dit oui, donc j'ai pu lui parler pendant 2 minutes et ça a été assez magique. Très bien. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Il me reste 2 minutes. Je vais finaliser cette conférence sur un sujet, à l'heure actuelle, qui vous touche peut-être. Et voilà, je me retourne. Pascal. Je me retourne vers Pascal, mais non, mais je pense que c'est important quand même d'en parler un petit peu. C'est le sujet de l'IA dans votre travail et autres. Pascal, oui, mais on a fait une conférence tout à l'heure sur l'IA. On voulait, je vais essayer d'être brève et de ne pas m'énerver, sur l'IA par rapport au micro et par rapport au doublage, c'est-à-dire qu'on trouve un petit peu dommage que nos voix qui nous appartiennent, ce sont notre propriété absolue, c'est un droit, au même titre que le droit à l'image, puisse ou risque d'être cloné pour finalement que ce métier disparaisse et devienne une ligne, enfin des algorithmes ou une ligne de code plutôt que des respirations d'humains. Voilà, c'est une grosse menace pour notre métier. Voilà pourquoi on essaye de se mobiliser. Et ce qui se passe, c'est que sur les réseaux sociaux aussi, des gens pensent que nos voix sont libres de droit et qu'ils peuvent les modifier et nous faire dire ce qu'on veut, ce qu'ils veulent grâce à l'IA et tout. Non, non, c'est illégal. Donc s'il vous plaît, si vous aimez le travail des comédiens ou si vous le respectez, respectez leur travail en ne trahissant pas leur voix et leurs propos. Merci. Merci Pascal. Eh bien, messieurs, dames, il faut savoir qu'en droit, parce que moi j'ai un peu fait de droit avant de faire le Gugus, il faut savoir que la voix, fait partie intégrante de l'être humain, c'est inaliénable au même titre qu'un poumon ou un rein. Vous ne pouvez donner qu'un rein qu'à partir du moment où vous le décidez. La voix, c'est exactement la même chose. C'est pas juste, non, c'est inaliénable par rapport à l'être humain. C'est indissociable. Article 9 du Code civil. Merci. Voilà. Merci, maître Chemin. Messieurs, dames, s'il vous plaît, applaudissez Pascal Chemin, Thierry Rose, Nathalion, Grégory, Léné, Daniel Miteka, Maurice Langer,